On a entendu tout et n'importe quoi sur l'article 13. On peut même dire qu'un paquet de fake news ont été propagés par la plateforme YouTube elle-même et largement diffusés par de nombreux YouTubeurs. De même, au sujet de l'utilisation de musique sur ces plateformes, on ne sait plus ce qu'on a le droit de faire ou pas. Eh bien, grâce aux youtubeurs de la chaîne Le Tatou et aux interventions qui ont été captées, vous allez enfin différencier le vrai du faux sur tous ces sujets dans ces derniers extraits de la soirée Toutou YouTube. Je sais pas où est le micro, mais je me demandais si parmi vous, il y en avait qui connaissaient l'article 13. Ah tiens, bah, c'est juste à côté du micro, c'est parfait. C'était pour savoir... Alors déjà, qu'est-ce que tu regardes toi sur YouTube? Essentiellement du gaming. D'accord. Et après, mais tu connais quand même l'article 13. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est, dis-moi? C'est une réforme à propos des droits d'auteur qui, par exemple, pour un... Si quelqu'un s'il fait une vidéo et que, je sais pas, à un moment, il a un pull Lacoste, imagine. Et Lacoste peuvent porter plainte ou je sais pas quoi. Parce que il a porté un pull. Du coup, ça effacerait la vidéo, c'est ça, un truc comme ça? Ça effacerait ou ça la démonétiserait, je sais plus. Ou ça les mettrait en privé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui connaissent, qui ont entendu des choses comme ça sur l'article 13? Ouais, devant. Tiens, c'est possible de ramener le micro devant? Donc, moi, je regarde... Excusez-moi. Je regarde vraiment de tout. Enfin, vraiment, c'est... Tous les styles qu'il y a là, je regarde. De la vulgarisation scientifique, vraiment tout. Et donc, l'article 13, c'est aussi par rapport à la musique, des extraits de films, tout ce qui a une marque qui... Par exemple, je sais pas, un personnage d'Harry Potter qui apparaît dans le fond de la vidéo, et la vidéo, elle se fait démonétiser. Et les droits vont, il me semble, à la société. Enfin, par exemple, si une figurine d'Harry Potter, ça va à Harry Potter. Enfin, c'est ma explication. Ouais, non, c'est pas peut-être les youtubeurs peuvent mieux en parler. Les youtubeurs peuvent peut-être mieux en parler. En fait, c'est un sujet dont j'imagine à la Fédération on parle beaucoup parce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont dites sur cet article 13. Alors du coup, il y a un super reportage de 27 minutes, donc on ne va pas le passer en entier, qui s'appelle « Ce qu'on ne vous dit pas sur l'article 13 ». Peut-être que tu connais, Guillaume, qui a été fait par la chaîne Tatou. Ces 4 youtubeurs, le Tatou, ces 4 youtubeurs, Hugo, Ludo, John et Franck, qui sont certains d'anciens journalistes. J'avais compris que pas tous. Ah oui. Qui ont 1 400 000 abonnés. Et je vous propose une petite vidéo. Donc j'ai ramassé tout ça, un petit film de 5 minutes, mais c'était dur, hein, ramasser 27 minutes. Donc voilà l'article 13. Ah, il a planté. Et je vais combler un peu. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 13, c'est spécifiquement en Europe. C'est quelque chose avec l'article 11 qui va être voté dans les prochains jours. L'article 11, c'est l'interdiction, entre guillemets, de citer des sources ou des liens. Et l'article 13, c'est spécifiquement pour les vidéos. Aujourd'hui, comment ça se passe? YouTube fait sa propre police. Donc, il va rémunérer les ayants droit qui en font la demande et il va vous démonétiser et potentiellement refiler le pognon que vous avez fait à quelqu'un d'autre parce qu'il y a 3 secondes de son qui ne vous appartient pas. Voilà. Ça, c'est la règle aujourd'hui. La règle est, en gros, chaque créateur est responsable de ses créations. Le gros shift, c'est que à partir de l'article 13, c'est plus le créateur qui est responsable juridiquement de ses créations, c'est la plateforme. Et dont là on voit un gros problème qui était que en gros YouTube faisait plus ou moins la police chez elle quand les gens ils leur demandaient. Et là YouTube est responsable devant les tribunaux des contenus qui ne lui appartiennent pas. On voit un peu, je ne sais pas si vous voyez la problématique, mais la problématique, elle est qu'une grosse boîte comme YouTube ne peut pas se permettre
de faire en sorte que n'importe qui balance n'importe quelle vidéo avec du contenu qui lui appartient pas spécialement. Et c'est un gros problème juridique. Alors après, il faut que ça passe dans les différentes entités européennes. Et YouTube a fait beaucoup de communication assez violente en disant ouais, c'est la fin du web, c'est la fin de YouTube. Voilà, bref. On entend plein de choses et souvent des versions bien différentes sur ce truc-là. Tout ce qui est dit est le plus souvent faux. En gros, l'article 13 a la volonté d'imposer aux sites internet un strict respect du droit d'auteur sur les contenus qu'ils diffusent. La loi, c'est la loi, on l'applique comme elle est énoncée, on discute pas, alors qu'une directive est modulable par chacun des États membres pour l'appliquer au mieux dans son pays. Bref, cette directive, et donc l'article 13 qu'on retrouve dedans, concerne les droits d'auteur dans l'Union européenne. Pour faire court, elle permet de protéger les petits et gros créateurs en leur permettant de toucher des revenus pour leur travail, et ce, peu importe la plateforme où leurs œuvres sont relayées. L'article 13 veut donc rendre les plateformes responsables des contenus postés par les utilisateurs. Car il faut le savoir, à ce jour, les sites comme Twitter, Facebook, Twitch ou encore YouTube n'ont aucune responsabilité juridique de ce que vous faites sur leur plateforme. Ils ont le statut de simple hébergeur. Ce statut d'hébergeur, c'est leur saint graal, c'est ce qu'ils ont le plus peur de perdre. Car avec le statut actuel, si vous mettez des vidéos à caractère offensant, porno ou même copyrighté, c'est vous et vous seul qui êtes en infraction. Aujourd'hui, Content ID fait son boulot, mais à ses limites. Avec cet article, les ayants droit et les plateformes vont être amenés à passer des accords sur l'utilisation et la rémunération. Alors, ce n'est pas nécessairement une obligation, c'est-à-dire que les plateformes ne vont pas devoir contacter chaque ayant droit ou chaque société de droit d'auteur pour leur demander d'utiliser leur contenu contre rémunération. Ce serait un gros bordel. Elles auront la possibilité d'en proposer à leur guise. Par contre, dans le cas où c'est les sociétés d'auteurs ou les ayants droit qui contactent directement les plateformes pour passer un accord, celui-ci sera obligatoire. Et du coup, ça crée une passerelle entre les plateformes et les maisons de droit d'auteur. Ce qui est intéressant pour les youtubeurs avec l'article 13, c'est que toutes les œuvres qui ont une licence avec YouTube ne pourront plus être soumises à la démonétisation de Content ID. Si le joueur du grenier, par exemple, utilise une musique d'Harry Potter et que les compositeurs ou la Warner, si c'est elle qui a les droits, ont passé un accord avec YouTube. Alors attention, ils vont pas devoir négocier un accord pour cette vidéo en particulier, ce sera un accord général pour toutes les utilisations. Alors le joueur du grenier pourra conserver une part de sa monétisation, et Harry Potter touchera lui aussi de l'argent pour l'utilisation de sa musique grâce aux droits d'auteur. Tous les contenus protégés qui ont accepté de voir leurs œuvres utilisées sur YouTube, en contrepartie d'une rémunération sous forme de droits d'auteur, seront autorisés. Mais aussi les contenus qui ne sont pas déposés dans les maisons de droits d'auteur, ou encore les contenus des marques. Oui, parce qu'on a beaucoup entendu qu'on ne pourrait plus afficher de canettes de Coca-Cola dans sa vidéo, c'est faux. Et si tout le monde annonce ça, c'est parce que c'est YouTube qui le fait croire aux youtubeurs. On peut se demander pourquoi les youtubeurs ont ce genre de discours. Mais même un simple poster que vous avez chez vous, une figurine, une affiche, peut être l'objet d'un blocage international. Voilà, il y a un Sonic là, il y a un champignon de Mario qui est là. J'ai pas les droits techniquement de diffuser ça, donc vidéo bloquée. Vous voyez l'inscription Rode là? Eh ben je vais devoir la cacher. Vous voyez le micro là? Il y a la marque du Technica et le logo. Eh ben je vais devoir tout cacher. Vous voyez ce poster One Piece? Ça dégage. Mais j'ai pas envie de faire ça à l'arrache, vraiment. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais, Sofiane? Eh bien, c'est ce qu'on appelle du lobby. Et celui-là est fait de la part de YouTube, directement. Alors les youtubeurs, eux, n'y sont pour pas grand-chose, on leur a dit, regarde ce qui se passe, tu vas perdre ta chaîne, ton boulot. Du coup, tout le monde a paniqué, et c'est pour ça que certains youtubeurs ont pris position publiquement contre l'article 13 et sans forcément avoir toutes les infos. Et d'ailleurs, quand YouTube se vante dans un tweet d'avoir reversé plus de 5 milliards d'euros aux ayants droit depuis leur création, en réalité, ça n'a en aucun cas changé leur chiffre d'affaires, puisque c'est la part du youtubeur qui est impactée. Alors que là, avec l'article 13, la rémunération des droits d'auteur serait un mélange de la part du youtubeur et de celle de YouTube directement. Puisque comme en télé, le versement des droits d'auteur est un pourcentage du chiffre d'affaires global de YouTube, on comprend donc mieux pourquoi YouTube préférerait garder Content ID plutôt que de se plier à l'article 13. L'article 13 ne change rien à la situation actuelle. En gros, si tu as une marque qui apparaît dans une vidéo mais que ce n'est pas le sujet de la vidéo, tu as le droit. Et même si c'est le sujet de la vidéo et que tu en parles mal, c'est de la critique, tu as le droit car tu es protégé par la liberté d'expression. Suite à cet article, les États membres, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne, devront mettre en place un organisme indépendant pour gérer les réclamations des créateurs sur les décisions prises par les plateformes. Et ça, c'est très important pour les créateurs de contenu comme les youtubeurs ou les streamers, puisqu'aujourd'hui, si YouTube, par exemple, prend une décision, c'est comme ça et c'est tout. À l'heure actuelle, les outils de réclamation sont vraiment très limités. Là, on aurait une vraie opportunité de pouvoir se défendre ou même juste de pouvoir comprendre. Voilà ce que cette directive demande. Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que YouTube, qui est publiquement contre la version actuelle de l'article 13, fait déjà plus ou moins tout ce qui est demandé. Enfin,
seulement en France. Il y a à peu près 3 ans, les sociétés d'auteurs sont allées exposer cette idée à YouTube France, et seulement France. Et YouTube a accepté, du coup le modèle a été transposé. Pour les créateurs, c'est génial, on est rémunéré pour nos créations. Et d'ailleurs, la plupart des youtubeurs ont fait la demande pour les toucher. Mais alors, pourquoi YouTube fait déjà ça alors qu'ils ne sont pas obligés? Justement, pour garder le contrôle et pour éviter d'y être obligés. S'ils prennent les devants, ils montrent qu'il n'y a pas besoin d'une loi pour les y contraindre. Seul problème, comme on le disait plus tôt, si demain YouTube décide de ne plus verser les droits d'auteur, ils peuvent tout couper. On insiste bien sur le fait qu'on ne cherche pas à décrédibiliser qui que ce soit, mais juste à vous livrer l'information telle qu'elle est. À vous d'y réfléchir ensuite. Voilà, le tatou. Moi, ça me fait beaucoup penser à ta fédération, en fait, Guillaume. Ah bah, j'aimerais bien les embaucher, le tatou. D'ailleurs, comme on n'était pas créé à l'époque de la sortie de la vidéo, on a travaillé un peu en sous-marin, quelque part. C'est-à-dire qu'on a des juristes de droit européen qui sont bénévoles dans la guilde et qui nous ont permis de faire ce décryptage. Et effectivement, on n'a pas encore du tout de moyens pour produire ce genre de vidéos. Et c'est bien une preuve aussi que le YouTube Game s'auto-régule aussi quand on voit que voilà, 4 journalistes qui font aussi à côté du divertissement, etc., là voient qu'il y a un sujet et le traitent très très bien. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder la vidéo en entier. Parce que après, voilà, beaucoup de balance entre le lobby effectivement de YouTube, comme il disait, et ceux qui essayaient quand même de lire entre les lignes. Il y a eu tout et n'importe quoi, d'un côté comme de l'autre, qui a été dit. Et c'est la première vidéo qui a été postée qui faisait enfin office de, bon, on va prendre un peu de recul. Déjà, l'article 13, c'est un article d'une directive européenne qui en compte 16, il me semble. Concernant la question de la création, diffusion, il n'y a pas que l'article 13, il y a l'article 6, il y a l'article 14 aussi, sur la question de la rémunération, et le fait que cette directive, elle va inciter à ce que YouTube soit plus transparent aussi sur les revenus que génère la publicité. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Du coup, moi j'ai une question, c'est pour les youtubeurs qui font beaucoup de covers, est-ce que c'est pas un problème l'article 13? Je vais poser la question aussi. En gros, article 13 ou pas article 13, de toute façon, la moitié des vidéos que je fais où je reprends des chansons sont démonétisées parce que c'est pas mes chansons de base. Ça veut dire que j'ai le droit de laisser mes vidéos en ligne, mais par contre je touche rien et c'est les ayants droit effectivement qui touchent des dessous. L'article 13 sera pas un problème puisque de toute façon pour moi c'est déjà un problème, donc non. Après j'ai pas mal d'expérience pour rebondir sur ce que tu disais où j'ai fait des reprises. Ces reprises ont été téléchargées et repostées dans d'autres chaînes YouTube avec beaucoup plus d'abonnés. Et ces vidéos-là ont fait plus de vues que sur ma propre chaîne. Et c'est là où je me dis, mais c'est pas juste. Donc je peux comprendre les ayants droit qui font striker des vidéos parce qu'on y met leur contenu et qu'il n'y a pas de citation ni rien. Un autre exemple, pour parler de la télé, j'ai fait une reprise de la série La Casa des Papel. Et la vidéo était passée sur Le Quotidien, sur TF1. On a vu ma tête et ma vidéo, mais il n'y avait pas mon nom. Ouais, non. Et c'est là où je me suis dit aussi, mais c'est pas juste parce que nous sur YouTube, on nous strike, on nous démonétise pour un bout de trucs voilà, qu'on voit vite fait. Et à la télé, on ne dit rien, ou pour d'autres chaînes YouTube, on dit rien. Enfin bref. Bonsoir. Je regarde vraiment un peu de tout. De la vulgarisation, du gaming, de l'humour, etc. Ma question, c'était pour rebondir un peu sur ces questions d'ayant droit. Pour le live, typiquement, Twitch est une plateforme qui prend de l'ampleur. YouTube a aussi son live. Quand il y a il me semble que sur Twitch, quand on passe une musique de fond dans les rediffusions, le son peut être coupé. Mais est-ce que ça arrive qu'il y ait ce problème en live et comment ça se passe? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Ouais, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, quand on passe une musique, je pose ça doit être un algorithme, un logiciel qui repère et qui coupe automatiquement le son sur les rediffusions seulement. Après, on est libre de passer les musiques qu'on veut, tout ça. Par contre, on n'a pas le droit
tout ce qui est, que ce soit film, série, un match de foot à la télé, tout ça, bon, tout ça c'est interdit. On a aussi, enfin, je sais pas vraiment, je pense pas que ce soit vraiment un droit, mais on n'est pas du tout sanctionné là-dessus, mis à part peut-être s'il va y avoir une plainte, mais par exemple de regarder des best-of sur YouTube et tout ça. Bon voilà, toujours en essayant de faire attention. Enfin, moi je sais que ça m'arrive de le faire. Je regarde par exemple, au moment à midi je vais manger, donc je mange en live et vu que je peux pas jouer et manger en même temps, je vais mettre une vidéo de best of Twitch. Donc je prends vraiment, c'est des clips, en général des clips français que tout le monde connaît. Mais je vais peut-être pas forcément aller regarder une vidéo d'un YouTuber voilà, qui fait un tutoriel bien spécifique ou quoi, de manière à pas forcément montrer ses vidéos sans même avoir son accord ou quoi. Je le fais avec du contenu qui est quand même très très proche du mien, avec des personnes que je côtoie et que je connais un peu. Et voilà, j'ai peut-être pas encore eu forcément le temps de me pencher sur un dossier juridique aussi gros avec les choses que je fais à côté, tout ça. Mais je suppose que oui, il y aura forcément pas mal peut-être de sanctions. Voilà, on pourrait peut-être potentiellement se faire ban les chaînes plus facilement, prendre des avertissements de 3 jours, voire une semaine, et peut-être même des démonétisations par rapport aux pubs, mais voilà. Merci. Juste, ça me fait penser une chose, c'est qu'effectivement, on ramène beaucoup les questions de directive européenne et de l'article 13 en particulier, puisqu'on le sous-nomme comme ça, malheureusement, à la question de ce que ça va interdire, sanctionner, réguler. De toute façon, un milieu qui se professionnalise va se réguler. Le bazar dont je parlais tout à l'heure dans les métiers, c'est une opportunité économique pour un acteur comme YouTube, il faut le savoir. Et autant il n'y a aucun intérêt à aller torturer son outil de travail, et en même temps il faut avouer que la question de l'article 13, et c'est pour ça que c'est dommageable de l'appeler comme ça, parce que tout a été déplacé sur cette question-là. Or, la directive européenne, elle tend pas qu'à chercher ces histoires-là. C'est comment réguler l'activité numérique aujourd'hui des grandes plateformes de diffusion. Effectivement, on l'a bien dit tout à l'heure, c'est savoir qui est responsable du contenu. Aujourd'hui, la question est encore débattable en réalité. Et surtout, YouTube doit aussi rentrer à la table des négociations. C'est-à-dire que aussi bénéficie aujourd'hui du flou juridique qui entoure la diffusion de contenu sur l'Europe. Et l'Europe, elle fait son job, la Commission européenne. Voilà, on a voté un jour pour l'Europe. L'Europe protège aussi économiquement des acteurs américains qui viennent sur le territoire et qui génèrent ça. Moi, je suis ni pour ni contre ça. Hein. J'essaie d'expliquer simplement que ce qui est un peu dommageable dans ce débat sur l'article 13, c'est qu'on ne parle que de ce que ça potentiellement va produire sur ces chaînes-là, qu'elles vont disparaître ou être sanctionnées, etc. Mais en fait, derrière, il y a un enjeu qui est énorme sur l'économie que ça doit ramener. N'importe quel acteur économique dans d'autres secteurs, quand il s'implante sur le marché européen, il a des taxes à payer parce qu'il y a des gens qui doivent toucher. Il y a de la régulation sur les questions de concurrence loyale, déloyale, etc. Et le marché du numérique ne pourra pas y couper. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser des musiques connues de tous, par exemple Imagine Dragons ou autres, et je fais des contenus vidéo qui ne me rapportent rien, mais qui me coûtent déjà beaucoup. Comment je fais concrètement pour pouvoir utiliser des vidéos qui vont correspondre avec, des musiques qui correspondent avec la vidéo que je veux faire. Est-ce que je suis obligé de payer la SACEM? Sous quelles conditions? Voilà. Alors, je ne vais pas monopoliser tout le temps le micro, mais en tout cas, il y a dans le YouTube, dans l'espace créateur, tu as un certain nombre de musiques dans des styles différents que tu peux chercher par style qui t'intéresse, qui sont libres de droit pour certaines et que tu peux utiliser, ou alors tu peux créer tes propres musiques aussi. Ouais. Et voilà. La question c'était sur des musiques connues et pas celles musiques libres de YouTube qui sont pas forcément exceptionnelles. On n'a juste pas le droit, quoi. En fait, t'as pas le droit et tu vas te faire démonétiser. Point. Voilà.
Le fait d'être démonétisé, ça l'empêche pas de poster sa vidéo, c'est juste qu'il gagne pas d'argent. En fait, de base, moi, je gagne jamais rien. Hein. C'est pour l'instant. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu monétises pas tes vidéos. Comme ça, tu seras pas emmerdé. Voilà. Et donc, je peux la diffuser quand même. Ce sera si diffusé, mais tu gagneras pas de thunes dessus. Mais ouais, de toute façon, maintenant, il y a des règles. Hein. En dessous de je sais plus combien de milliers d'heures, 4000 heures de visionnage dans l'année, tu peux pas te monétiser. Donc voilà. D'accord. Mais je pense que d'ailleurs, c'est un sujet qui est intéressant. Pour moi, cette guerre, c'est une guerre de génération, quoi. C'est les vieux qui essayent de récupérer des parts du gâteau, qui essayent de réutiliser aux nouveaux médias les recettes qui ont marché avec le cinoche et la télévision. Pour moi, c'est... Voilà. Quand je vois la SACEM et les autres trucs qui se ramènent sur mon média à moi, ça me donne envie de cracher et de me battre. Je connais à quel point la SACEM, c'est des connards. Et je veux surtout pas... Non, mais et soyons clairs, cette liberté de création qu'on a aujourd'hui, si on fait venir ce genre de société dans notre système de création, oui, peut-être que certains arriveront à se faire un peu de pognon, mais ça va être tellement de contraintes et tellement de trucs chiants que, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Par contre, savoir quelle est la répartition réelle entre la plateforme, les ayants droit, les créateurs, ça c'est un problème qui m'intéresse. Et c'est aussi un problème qui est, vous payez quasiment tous une redevance à la téloche pour des programmes que vous ne regardez pas. Voilà. Pour aussi le soutien à la culture, parce que c'est une partie non négligeable. Mais comment est-ce que vous soutenez les créateurs que vous aimez sur le web? C'est une question réelle. Est-ce que ça doit être l'État qui doit amener ça avec... Je suis désolé de le dire, hein, mais le truc de la CNC, c'est comme d'habitude. Enfin, c'est le même principe que la CNC si vous avez fait du cinoche ou si vous connaissez des gens qui ont fait du cinoche. Si tu fais partie du sérail de gens qui t'aiment bien, tu auras des avances sur machin. Si tu fais pas partie de la bonne, du bon groupe, t'auras rien et tu te démerdes. C'est pas comme ça, moi, que j'envisage la création et la répartition. Il y a plein de trucs super intéressants. Par exemple, il y a un plugin qui est basé sur du Bitcoin et qui étudie le nombre de secondes que vous regardez les créateurs et qui ensuite vont envoyer des millièmes de centimes. Donc si tout le monde installait ça, ce serait vachement bien. On aurait une rétribution réelle basée sur le nombre de minutes que vous regardez les gens. Et moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'on ne propose aucune alternative. On revient vers les vieux systèmes pourris qui ne marchaient pas pour mon média à moi, qu'on est tous en train d'essayer de créer. Et je vois un espèce de système administratif ultra lourd où je vais devoir aller déclarer mes vidéos et mes trucs à droite à gauche pour au final gagner pas énormément, quoi. Et... pour moi, c'est un des pièges, aussi bien pour l'article 13 que pour les autres trucs, c'est de revenir à un système administrativo-franco-chiant, alors que le but du web, justement, soyons clairs, c'est la liberté, quoi. J'ai la liberté de créer, j'ai la liberté de remixer d'autres vidéos, j'ai la liberté de prendre de la musique. Alors oui, dans quelle mesure est-ce que je vais rétribuer les gens qui ont créé la musique? Mais quand tu fais un morceau, c'est du boulot. Donc, non mais... Quand moi, je mets une musique de fond pendant 30 secondes et le mec me pique tout mon pognon sur ma vidéo, ça me fait chier. Que je lui donne 10% de la vidéo ou 15%, c'est pas un problème. Par contre, quand il me prend tout, là, je dis non. Et donc, c'est toute cette question de d'où vient le pognon, comment les gens qui aiment bien regarder nos vidéos nous rémunèrent. Est-ce que c'est du temps de cerveau disponible pour des publicités? Est-ce que c'est des dons? Est-ce que c'est un autre système qui n'existe pas encore? Et comment cette répartition se fait entre la plateforme, entre les créateurs et les autres trucs? C'est un problème qui est super complexe. On en est au début, vraiment au début, parce que c'est un média qui, il y a 10 ans, n'existait pas. Je suis pas sûr que d'aller... Enfin, voilà, moi c'est mon avis à moi, mais toutes les sociétés de répartition, qui en particulier sont des sociétés privées, qui ont des mandats pour faire ça, je les aime vraiment pas, quoi. Voilà. Alors, j'ai pas la boule de cristal pour savoir ce que va devenir. Là où tu as vraiment raison, c'est que c'est en
pleine évolution. 10 ans, c'est rien pour un secteur d'activité et qu'effectivement, les premiers modèles économiques ont émergé justement avec, en dehors des gros, tout seuls qui arrivaient à faire assez de retours publicitaires, avec des modèles comme Golden Moustache, Studio Bagel, etc. Puis Tipeee arrive avec un modèle de financement participatif. Et puis aujourd'hui, on a des créateurs, quand ils arrivent à tirer un salaire décent de leur activité, sont de toute façon entre ces pôles-là, c'est un peu de partenariat, un peu de rémunération publicitaire de la chaîne et un peu de financement participatif. Mais ça fait que varier encore, et donc savoir comment ça va éventuellement se stabiliser ou s'il ne va pas y avoir un autre outil qui va se créer pour aider tout ça, ça on ne sait pas. En revanche, aujourd'hui, effectivement, ces sociétés qui ont l'habitude de gérer l'audiovisuel, etc., ont des outils qui sont peu adaptés. Nous, on a fait le choix de les inviter à Frames pour discuter avec les vidéastes, justement pour leur dire ça bug un peu, il faudrait peut-être que vous vous adaptiez, et nous, peut-être qu'il y a des choses à adapter. Peut-être que c'est pas si difficile que ça pour un vidéaste de rassembler, parce qu'il a fait un extrait, les bons noms du producteur et tout ça pour le citer à la fin et d'être dans le droit de citation et finalement d'avoir rien à demander à personne. En tout cas, je pense que c'est possible. Et puis peut-être que justement, quand ça va se réguler, on aura le pognon pour se répartir, que 15% à y aller l'endroit. Mais si on peut répartir, effectivement, avec ces règles un peu... Donc, moi, je suis partisan du fait qu'il faut qu'on bosse avec eux, parce que c'est eux qui sont en lien avec les droits, c'est eux qui ont la main mise là-dessus aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, ils feront avec ou sans nous. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'ils fassent avec nous et qu'on les aide un peu à s'adapter. Le CNC l'a fait un petit peu sur son aide. C'est pas encore très visible, c'est encore perfectible, certainement. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un bon signal que ces institutions font à ces nouveaux créateurs de contenu et cette nouvelle économie. Merci. J'ai l'impression qu'on arrive à plus de 2 heures de rencontre. Du coup, il y avait peut-être d'autres questions, mais je pense que c'est mieux de ne pas faire trop long. On en prend une dernière encore. Toute dernière question, je regarde tout sur YouTube, absolument tout. C'est une question aux 3 créateurs de contenu. Si toutefois vous aviez un bouton rewind, je fais un hommage à Cyprien qui avait sorti ça à l'époque sur Dailymotion, si vous aviez un bouton rewind sur lequel vous pouvez appuyer et revenir au moment où vous avez décidé de créer votre chaîne YouTube, est-ce que vous referiez cette aventure-là ou pas du tout? Ah, tous les 3. Pas moi du coup? Si, tous les 3, aux 3 créateurs. Ouais, moi je recommencerai, ouais, carrément. Les créateurs. Ah oui, pardon. Moi, pareil, hein, je referais tout la même chose. Il n'y a pas de souci, ouais, carrément. Je referais pareil, mais en pire, ouais. Non, mais je pense que c'est une chance qu'on a justement d'avoir une plateforme. Je parlais d'une guerre générationnelle. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Et on a une chance de pouvoir avoir un public. Alors qu'avant, il fallait... être validé par une chaîne de téloche ou un truc dans ce genre-là. Aujourd'hui, je veux créer ma chaîne sur, je sais pas, les sièges de Cinoche. Bon, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont me regarder, mais je peux le faire, voilà. Et justement, d'avoir cette liberté-là, ça a juste pas de prix. Et ça explique que des mecs comme nous ou des nanas comme nous arrivons à avoir un public et arrivons à faire en sorte que les gens ils nous regardent. Et ça c'est vachement bien. Et on en revient au truc qui est devenir pro. Pour moi c'est un luxe. Et si on y arrive c'est bien. Mais moi, si dans 3 ans ça marche pas, je continuerai à balancer des vidéos et je me retrouverai un boulot pourri mais bien payé. Et voilà, comme plein de gens qui font du théâtre, de la musique ou plein d'autres trucs, quoi. Je pense que il faut considérer ça comme un luxe et comme une chance et pas comme un droit, quoi. Mais bon, si je pouvais le faire, ça m'arrangerait quand même carrément, quoi. Soyons clairs, voilà. Merci Olivier. Merci à vous tous d'être venus à cette soirée Toutou YouTube. Et voilà, c'était la dernière partie de cette fameuse soirée Toutou YouTube.
Je suis désolé de les diffuser aussi longtemps après qu'elles aient eu lieu. Tout ça, c'était il y a 3 ans et demi, quand même. Sur bien des points, ces témoignages risquent de ne pas être d'actualité, mais je trouve qu'il est utile de pouvoir retrouver ce genre de témoignages. Ne serait-ce que pour apprécier le fait que cet article 13 n'a pas été si terrible, qu'il n'a pas tué YouTube, comme tant d'influenceurs le craignaient. Elle disait, à tue-tête. Si vous connaissiez ce sujet, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. D'ailleurs, vous pouvez aussi y parler de la monétisation, de l'utilisation de la musique ou tout simplement de l'avenir du partage de vidéos sur Internet. Pour ceux qui ont hâte que je reprenne mon voyage au pays de l'économie, il faudra être encore un peu patient parce qu'à partir du prochain épisode, je vais poster tous les rendez-vous Toutou YouTube que j'ai fait depuis mes premières vidéos. Ça va être l'occasion de retrouver facilement tous ces portraits. Donc, à samedi prochain. D'ici là, je vous remercie comme d'habitude pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt.